Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique, avec Abdourahmane Dia. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique dans la région. Au sommaire de cette édition, le Sahel et plusieurs foyers de tension sur le continent ont besoin de financement de l'assistance humanitaire. Les organisations internationales tirent la sonnette d'alarme et c'est le cas au Cameroun où les besoins sont estimés à plus de 370 millions de dollars. Nous serons en direct avec le correspondant de VOA Afrique sur place, Emmanuel Jules Tape. Nous serons également avec notre confrère Samuel Adjewa, basé dans l'extrême nord du Cameroun. Nous irons ensuite au Soudan du Sud pour nous intéresser à la situation sanitaire des réfugiés soudanais ayant fui le conflit dans leur pays pour se réfugier chez le voisin du Sud, dont les structures sanitaires ont du mal à faire face aux besoins de cette nouvelle vague. Et pour le fait marquant de la semaine, Mohamed Diop, notre correspondant à Nouakchott, nous donnera plus de détails sur la candidature du président Mohamed Cheikh El Ghazouani à la présidentielle du 29 juin prochain. Et enfin, pour la note positive de cette émission, nous vous ferons découvrir le Festival de la paix au Niger. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information. Au Cameroun, l'assistance humanitaire reste sous-financée et cette situation inquiète le système des Nations Unies et les autorités camerounaises. Cette année donc, il faut près de 371,4 millions de dollars pour satisfaire aux besoins de plus de 3 millions de personnes vulnérables. Le reportage d'Emmanuel Giltap. La tendance à la baisse des aides pour le plan de réponse humanitaire au Cameroun est telle qu'à peine 32% des fonds attendus l'an dernier ont été récoltés au bénéfice de 2,7 millions de personnes. En 2021, ce plan n'a été financé qu'à hauteur de 51% des prévisions. Et pourtant, 3,4 millions de personnes sont en situation de besoin d'aide humanitaire au Cameroun. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Nous avons constaté depuis 3 ans, chaque année, il y a beaucoup de réductions de ressources, mais je pense qu'il faut reprendre à bras le corps vos engagements. La baisse des réductions financières met sur notre dos le poids de l'État, une charge, n'est-ce pas, très très importante. En effet, le nombre de réfugiés est croissant au camp de Minao, dans la région de l'extrême nord, qui accueille les Nigérians ayant fui les exactions de Boko Haram. À cela s'ajoute l'afflux des réfugiés centrafricains dans la région de l'Est et les besoins d'assistance humanitaire des Camerounais touchés par l'impact des conflits, de la violence, des chocs climatiques et des épidémies. Le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atangandji, ne cache pas son inquiétude. Au Cameroun, à ce jour, nous avons pratiquement 650 000 réfugiés étrangers dans nos murs. Donc, lorsque nous vivons dans un contexte où les budgets sont plutôt réduits, nous devons être plutôt inquiets. Parce que depuis cette année, le chef de l'État a augmenté, n'est-ce pas, l'enveloppe financière destinée aux réfugiés étrangers résidant au Cameroun. Il serait plutôt regrettable de constater une diminution ou une réduction des ressources financières. Si rien n'est fait, plus de 2,5 millions de personnes sont susceptibles d'être confrontées à une insécurité alimentaire cette année. Siaka Koulibaly, coordinateur résident du système des Nations Unies au Cameroun. Pour accompagner les efforts du gouvernement, nos priorités vont porter sur l'accès aux services essentiels de base, notamment l'école, l'accès à l'eau, l'accès aussi aux besoins essentiels de ces populations affectées dans ces zones en crise, particulièrement dans la région de l'extrême nord, du nord, mais la région du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi dans la région de l'Est où nous avons un afflux important de personnes réfugiées. Les acteurs humanitaires déplorent par ailleurs les contraintes à l'accès humanitaire au Cameroun. Karen Perrin, chef du bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Tchad. Les conditions sécuritaires dans certaines régions
Elles affectent des populations, mais également des travailleurs et des biens humanitaires. Des enlèvements, des menaces, des vols, des blessures et même un décès ont malheureusement été enregistrés l'année dernière. Plus de 300 000 déplacés internes de la crise anglophone sont rentrés chez eux et n'ont plus forcément besoin de l'aide. Tandis que de plus en plus d'initiatives de développement mises sur pied par les réfugiés dans la région de l'Est ont permis à ces derniers de sortir de l'assistance humanitaire. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique. Voilà, merci. Donc, et nous sommes justement avec notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jultap, qui a réalisé ce reportage. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Abdouramandia, bonsoir à tous. Alors le Cameroun connaît deux foyers où les besoins en assistance aux populations sont importants, l'extrême nord ainsi que les régions du nord-ouest et du sud-ouest, sans compter également les réfugiés venus de Centrafrique. Comment le système des Nations Unies ainsi que les autorités camerounaises comptent-ils mobiliser ces fonds alors qu'on voit qu'un peu partout en Afrique, des foyers de tension également, avec des populations qui ont aussi besoin d'assistance? Comment est-ce que les autorités comptent s'y prendre, ainsi que le système des Nations Unies? Alors, je pourrais vous dire que cela paraît un peu comme une équation difficile. Pour les autorités camerounaises, la cagnotte est connue. Vous avez écouté tout à l'heure la déclaration du ministre camerounais de l'administration territoriale qui faisait part de ce que le gouvernement camerounais avait augmenté sa part de contribution. Mais elle est située, elle est estimée à environ 23 milliards de francs CFA, donc environ 38 millions de dollars. Si vous faites une petite soustraction, vous enlevez 23 milliards de francs CFA, ou bien 38 millions de dollars sur le budget estimé qui a plus de 371 millions de dollars américains. Vous vous rendez compte qu'il y a encore un gap de 333 millions de dollars autant pour moi. Donc, en ce moment-là, ça devient extrêmement difficile. Les autorités camerounaises et le système des Nations Unies espèrent que les donateurs habituels, les pays comme l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, pourront cette fois-ci véritablement apporter un peu plus de donations pour pouvoir satisfaire aux besoins alimentaires. Mais comme nous l'avons expliqué dans le reportage, les financements sont décroissants depuis 2021 et cela inquiète et continue encore à inquiéter et le système des Nations Unies ainsi que les autorités camerounaises. D'accord. Alors Emmanuel, dans votre reportage, les humanitaires semblent déplorer les difficultés qu'ils éprouvent sur le terrain pour faire leur travail correctement. Les autorités ont-elles évoqué des possibles réponses à ces préoccupations? Oui, tout à fait. Lors de la présentation du plan de réponse humanitaire, le ministre qui assure la tutelle de tout ce qui concerne l'humanitaire au Cameroun, c'est le ministre de l'administration territoriale, a dit avoir compris les doléances des humanitaires. Et donc, il est donc question de sécuriser davantage les convois humanitaires dans les zones en crise, que ce soit dans la région de l'extrême nord, à l'est du Cameroun, dans les deux régions anglophones, c'est-à-dire au nord-ouest et au sud-ouest. Mais il est davantage aussi question de dialoguer avec les différents acteurs, les partis en conflit, parfois les belligérants ou alors les groupes armés non étatiques. Il faut aussi un plaidoyer auprès de ces groupes-là. Enfin, on a évoqué une meilleure coordination entre les civils et les militaires pour bien planifier l'assistance humanitaire. Il faut dire, pour le préciser, qu'au départ, c'était là un point de discorde entre le gouvernement camerounais et les humanitaires au Cameroun, parce que le gouvernement camerounais estimait que, contrôlant un peu le pays, il est mieux que les humanitaires s'endossent sur l'armée camerounaise pour pouvoir entrer dans certaines régions. Le système des Nations Unies a annoncé que pour cette année 2024, il y aura une meilleure coordination pour pouvoir élaguer toutes ces difficultés qui ont été soulevées tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup Emmanuel Jultap, notre correspondant au Cameroun. Et pour discuter, pour continuer un peu sur le même sujet, nous avons en ligne de Maroua, c'est dans l'extrême nord du Cameroun, notre confrère Samuel Adjewa, il est journaliste couvrant cette région. Samuel, bonsoir. Bonsoir le studio, bonsoir à tout le monde. Voilà, alors Samuel, quelle est un peu la situation humanitaire dans l'extrême nord aujourd'hui? Disons que depuis un certain temps, depuis même le début
des attaques de la secte islamique Boko Haram dans les années 2013-2014 dans la région de l'extrême nord. Jusqu'à ce jour, on va dire que la situation des humanitaires ont connu plusieurs changements. Vous savez, ce n'est plus la même chose par rapport au début. Il faut dire que les humanitaires se sont massivement installés dans cette partie de l'extrême nord du Cameroun après de multiples attaques ou encore de multiples kamikazes dans certaines parties de la région de l'extrême nord. Vous savez, on peut citer ici la zone de Amchidé, on peut citer la zone de Dabanga, on peut citer également la zone de Mora dans le département du Mayo-Sava. Il faut dire qu'à ce jour, les ONG se sont installées dans la région de l'extrême nord. Ils sont d'ailleurs une vingtaine. On peut citer entre autres plan international, on peut citer GIZ, on peut citer également... Samuel, et pour les populations elles-mêmes, nous avons est-ce qu'elles ont... bien d'autres, ces ONG-là sont installées effectivement pour porter assistance à tous les victimes de guerre ou encore à tous les victimes des conflits intercommunautaires. C'est pour donc dire que la situation à ce jour s'est beaucoup améliorée parce que l'armée est également là pour veiller à ce que ces humanitaires-là puissent exercer leurs fonctions comme il se doit. Mais à un moment donné, il faut dire que les incursions de Boko Haram dans certaines localités nous prouvent à suffisance que l'armée camerounaise, à un moment donné, connaît des difficultés pour la maîtrise effectivement de ces attaques ou encore de leurs incursions. Nous allons par exemple prendre le cas de ces humanitaires, effectivement, de cette ONG française, PUI, je vais dire Première Urgence Internationale, qui ont été d'ailleurs prises en otage le 10 janvier dernier et ont été relâchées il y a seulement quelques jours, il y a seulement autour de 2 semaines. C'était dans la zone de Yémé, je vais dire une localité située dans le canton de Kossa, précisément dans le département du Maïsava. Donc, en résumé, on peut dire que... Vous voyez, donc à un moment donné, de ce côté-là, c'est vraiment... Donc la situation s'est améliorée, même s'il y a encore des incursions d'éléments de Boko Haram dans la région. Alors, on voit des milliers de réfugiés nigérians qui ont traversé la frontière pour se retrouver au Cameroun depuis des années. Comment ces réfugiés vivent-ils et comment se passe un peu la cohabitation avec la population locale? Vous savez, l'État du Cameroun a vraiment ouvert ses mains à tous les réfugiés africains, surtout ceux-là qui sont effectivement dans le lac Tchad. On peut citer côté Niger, Tchad et Nigeria. L'État du Cameroun a vraiment ouvert, je vais dire, ses mains, comme je venais tantôt de le dire. Ils ont d'ailleurs des camps par exemple dans le département du Mayo-Tsanaga. Nous avons le camp Minawa qui reçoit depuis 2014 jusqu'à ce jour plusieurs réfugiés victimes des attaques de Boko Haram. Et puis nous avons également du côté du Logon et Chari et même du côté du Diamaré, il y a également des camps de réfugiés. Donc l'État du Cameroun investit dans l'encadrement de ces réfugiés-là sur tous les plans. Donc il faut dire que la population camerounaise a accepté ces réfugiés-là comme des frères et sœurs. D'accord. Donc il n'y a pas une différence, juste une question de nationalité, mais du tout, l'État du Cameroun a tout mis comme des moyens pour la prise en charge de ces personnes-là, puisque ce sont des personnes comme nous. Oui, tout à fait, Samuel. Frères et sœurs, nous avons peut-être 30 secondes. Comment est-ce qu'il y a un sentiment d'abandon par rapport à la situation ou pas aujourd'hui? Est-ce qu'on a le sentiment que la crise sécuritaire et humanitaire dans cette partie du Cameroun est prise au sérieux, surtout par les partenaires internationaux? Juste en 30 secondes. Vous dites? Est-ce que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'extrême nord, elle est prise au sérieux de l'avis des personnes à qui vous parlez dans cette région? Est-ce qu'elles pensent que la situation est prise au sérieux?
Oui, écoutez, l'État du Cameroun, jusqu'ici, est en train de déployer des moyens, effectivement, pour la prise en charge côté sécuritaire de tous ces réfugiés-là. Ils sont d'ailleurs très nombreux à exercer dans la région de l'extrême nord, qui est une des régions, d'ailleurs, victimes de cette crise de Boko Haram. Donc, l'État du Cameroun ne peut pas quand même laisser, d'ailleurs, les humanitaires œuvrer ou encore travailler dans des situations inconfortables. Donc, je vais donc dire tout simplement, à ce jour-là, la situation s'est vraiment améliorée, surtout avec l'actuel gouverneur de la région de l'extrême nord, qui est en train de veiller à ce que tous les humanitaires travaillent dans des conditions normales. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a des surprises. L'ennemi a plusieurs techniques, ou encore plusieurs façons de réagir. Mais sinon... Merci beaucoup de nous avoir rejoints depuis Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, Samuel Adjewa. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Voilà. Quelle est la situation donc dans l'extrême nord? C'était un peu le débat avec notre confrère basé sur place, Samuel Adjewi. Maintenant, place à la violence politique au Soudan qui oblige des milliers de réfugiés, dont beaucoup d'enfants, à se réfugier au Soudan du Sud, voisin, pour se mettre en sécurité. Mais sur place, ils font face à une autre menace, celle d'un système de santé qui s'effondre, incapable de leur fournir les soins dont ils ont besoin. Suivons ce reportage de Sheila Pony sur place avec un récit d'Antoine Bolamba. Des réfugiés fuyant les combats au Soudan arrivent à Joda, un point de transit entre le Soudan et le Soudan du Sud. Bakita Almohad, 12 ans, a enduré le voyage exténuant de plusieurs jours à pied, peu de temps après avoir été diagnostiqué d'un cancer du sein. Bakita se sent malade aujourd'hui et sa mère, Neema Abdallah, parle en son nom. Cela a commencé par des éruptions cutanées et des douleurs thoraciques, puis s'est transformé en quelque chose de dur comme une pierre. Sa peau a commencé à tomber et c'était de pire en pire à partir de là. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que c'était quelque chose de grave. Selon l'organisation humanitaire Save the Children, plus de 600 000 réfugiés soudanais et rapatriés sud-soudanais sont entrés au Soudan du Sud depuis avril dernier. La région est déjà confrontée à une grave crise alimentaire et à un système de santé surchargé. Pour les nouveaux arrivants, l'accueil dans cette ville frontalière est en deçà de leurs attentes. Le ministre de l'Information de l'État du Haut-Nil, Lucas Saadala, a déclaré que le nombre de décès dans le camp était en hausse. Jusqu'en novembre, j'en ai enregistré 194. Sur 194, il n'y en a plus que 2, une femme et un homme. Mais la plupart d'entre eux sont des enfants. Le secteur de la santé du pays a subi un choc au début de l'année 2023 lorsque les donateurs internationaux ont réduit leurs contributions. Yolanda Awel-Deng, ministre de la Santé du Soudan du Sud, affirme que son équipe a du mal à combler le déficit avec un budget insuffisant. Le budget du ministère de la Santé est d'à peine 2% ou même 1,8%. Et même ce 1,8%, nous ne comprenons pas. Et quand nous l'obtenons, nous essayons d'augmenter la quantité de produits de base et le personnel n'est pas suffisant. Awel Luel Awel, directeur médical de l'hôpital civil de Renk, dans l'état du Haut-Nil, a expliqué que les installations médicales locales ne sont pas équipées pour traiter les maladies chroniques. Les patientes atteintes du cancer comme le cancer du sein, cancer du col de l'utérus et différentes formes de cancer. D'autres étaient sous chimiothérapie quand elles sont venues ici. Ici, nous ne sommes qu'un hôpital de comté. Il y a des cas que nous ne pouvons pas gérer.
La mère de Bakita, Al-Mohad, affirme que sa fille survit avec un repas par jour et que son état s'est aggravé depuis son arrivée à Joda. Certaines familles disent qu'elles resteront au Soudan du Sud, tandis que d'autres, comme Bakita, espèrent que la guerre dans leur pays d'origine prendra bientôt fin afin qu'elles puissent retourner au Soudan et recevoir les soins spécialisés dont elles ont besoin. À présent, le fait marquant de la semaine, et on va en Mauritanie avec la candidature du président Mohamed Ould Ghazouani à la présidentielle du 29 mai. Bonsoir Mohamed Diop. Bonsoir Abderrahmane. Alors vous êtes notre correspondant à Nouakchott. Le président Ghazouani, candidat à sa propre succession, sur quel message compte-t-il s'appuyer pour espérer que les Mauritaniens lui renouvellent leur confiance ? Écoutez, le président Ould Ghazouani a officiellement, comme vous l'avez dit, annoncé sa candidature pour un second mandat de 5 ans. Son programme met en avant des axes majeurs tels que la jeunesse, l'emploi, l'éducation et la cohésion nationale. Cependant, sa stratégie vis-à-vis de l'opposition semble être son principal atout. Car depuis son accession au pouvoir en 2019, Ould Ghazouani a mené une politique de pacification de l'espace politique, ce qui a conduit de nombreux adversaires, notamment son principal rival, Biram Dabeid, à mettre de côté leurs différends. Biram avait même publiquement exprimé sa satisfaction quant à son amitié avec Ould Ghazouani. Cette pacification a permis au président de consolider sa position de favori, occupant le vide laissé par l'opposition. L'opposition avait pourtant la possibilité d'exercer une pression politique en utilisant les effets du Covid-19 et de l'inflation. Cependant, il y a un mais, car le cas de Biram et l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, qui considère sa condamnation à 5 ans de prison pour corruption comme un moyen de l'écarter de la scène politique, reste vraiment énigmatique. Car une telle alliance entre ces deux pourrait impacter les chances de réélection de Ould Ghazouani. Mohamed, vous parliez tantôt de Biram Ould Abeid, mais qui pourrait vraiment être un candidat sérieux face au président sortant? Écoutez, aujourd'hui, il y a presque 6 candidats. Mais quand on regarde ceux qui ont une envergure déclarée plutôt, mais quand on regarde ceux qui ont une envergure nationale, on n'en sort que 2 pour le moment en tout cas. C'est Biram Dabeid et le président Ghazouani. Biram, je le rappelle, il a été 2 fois deuxième lors des élections présidentielles, les 2 dernières. Il a toujours contesté les résultats. En tout cas. Oui. Voilà, en tout cas. Et pour terminer un mot sur la diplomatie régionale, que peut-on dire de l'état des relations entre Nouakchott et ses voisins, notamment Dakar et Bamako? On a vu le président sénégalais effectuer sa première sortie donc en Mauritanie. Comment est-ce qu'on peut analyser tout cela et comment est-ce que le président peut capitaliser ou est-ce que même on peut parler de force ou de faiblesse sur ce plan? Écoutez, le fait que le président Diomaye, nouvellement élu au Sénégal, a pu réserver sa première visite à la Mauritanie, ça a été débattu dans les médias et même le porte-parole du gouvernement avait qualifié ce que ça montre le degré d'importance des relations entre les 2 pays. Et on se rappelle que Mohamed Ould Ghazouani a été parmi les premiers à féliciter Diomaye. Mais Diomaye, lui, il a fait un acte plus concret en se déplaçant vers la Mauritanie. En tout cas, parmi les sujets d'intérêt commun envisagés, il y a évidemment l'exploitation du gaz sur la frontière commune estimée à 450 milliards de mètres cubes. Et peut-être que la Mauritanie serait intéressée, comme les nouvelles autorités sénégalaises, par une revisite des contrats. Et on peut aussi citer la coopération, la protection des ressources halieutiques, parce qu'aujourd'hui, ils sont 2 pays en Afrique de l'Ouest qui subissent la pêche illicite. Et peut-être un dernier point sur le Sénégal, c'est la question qui fâche, c'est la question des vallées fossiles. On se rappelle, l'ancien président Abdoulaye Wade avait suscité la colère de Nouakchott en évoquant la revitalisation des vallées fossiles. Donc si le régime de Diomaye souhaite relancer l'agriculture au Sénégal, cela nécessiterait une utilisation accrue de l'eau. Bon, une discussion préalable avec la Mauritanie serait alors nécessaire. Et un mot sur le Mali? Sur le Mali, comme on a l'habitude de le rappeler, est une arrière-cour stratégique pour la Mauritanie.
les troubles dans ces pays peuvent entraîner un afflux de réfugiés en Mauritanie et des risques d'infiltration sur son territoire. Cependant, les tensions récentes impliquant l'armée malienne et des forces non identifiées, certains locaux les identifient comme des combattants de Wagner, ont créé des frustrations. La Mauritanie a même convoqué l'ambassadeur du Mali et a envoyé son ministre de la Défense pour protester contre la mort de Mauritaniens en pointant du doigt ces mêmes forces. Et en somme, il est donc aujourd'hui crucial pour le président Razouani, pour le gouvernement mauritanien de manière générale, de prendre les dispositions pour éviter que la colère populaire ne s'intensifie, comme le montrent des vidéos de manifestations. Voilà. Merci beaucoup Mohamed Diop, notre correspondant à Nouakchott. Et pour terminer cette émission, la note positive donc de Focus Sahel, il s'agit de ce festival pour la promotion de la paix, la cohésion sociale et la diversité culturelle qui s'est tenu le week-end dernier à Niamey, la capitale du Niger. Sur 3 jours, des activités artistiques et des actions citoyennes ont été menées dans le but de cultiver chez les jeunes un esprit civique fort dans le respect des valeurs traditionnelles. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdulrazak Idrissa. C'est à travers une soirée culturelle au cours de laquelle un défilé de mode ainsi que des chants et danses en tenue traditionnelle des différentes ethnies du Niger que la première édition du Festival de la paix dénommé Fararana, jour blanc en langue locale, a été lancée. Les initiateurs, un groupe de jeunes filles et garçons, entendent ainsi contribuer à travers la valorisation du patrimoine culturel à la promotion de la culture de la paix et de la cohésion sociale. À travers ce festival, nous aimerions faire comprendre à tous les Nigériens que c'est unis dans notre diversité. C'est ensemble tous que nous pouvons créer un Niger et un monde meilleur, un monde de paix, un Niger de paix. Le festival Fararana, c'était aussi des actions citoyennes telles que ces opérations de salubrité et de plantation d'arbres au musée national de Niamey. Nous essayons de le garder en bon état et aussi d'amener les contributions que nous pouvons pour vraiment le consolider. Nous avons amené des moringas, des manguiers, des dattiers. Ces plants seront entretenus. Ce n'est pas que la plantation. L'autre action citoyenne phare de cette première édition du Fararana, c'est la distribution de mini-poubelles à des automobilistes pour préserver l'environnement en évitant de jeter les déchets sur les trottoirs. Des mini-poubelles confectionnées à base d'objets recyclés par les membres de l'association. C'est vraiment un festival qui est là, qui est instructif, qui veut apporter un changement. D'ailleurs, le thème qu'on a choisi pour cette première édition, c'est ouvrir la voie à une transformation sociale et culturelle. Nous sommes vraiment des jeunes qui veulent contribuer au développement de leur pays et nous allons le faire. Cet objectif de l'association Fararana cible les jeunes, frange la plus importante de la population nigérienne. Nous aimerions que la jeunesse regarde dans la même direction que nous. La jeunesse chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que la paix soit consolidée dans ce pays et aussi notre diversité culturelle soit promue. Les activités du festival ont pris fin avec une formation destinée aux enfants des déplacés internes d'un site situé dans la périphérie de la capitale nigérienne. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. Voilà donc, nous arrivons à la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leur expertise et leur point de vue. Enfin, je tiens à saluer particulièrement nos correspondants qui ont apporté les nouvelles de la région. À la présentation, Abdourahmane Dia, Joselle Morissin et Trésor Martondo ont assuré la production de cette émission. À très bientôt sur les antennes de VOA Afrique.